Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. Nous débutons aujourd'hui la 3e saison avec ce premier épisode pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Garino. Bonjour Audrey. Bonjour Léa. Comment ça va? Eh ben écoute, plutôt bien et toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter Audrey, s'il te plaît? Alors je suis Audrey Garino, je suis une militante et dirigeante du Parti communiste depuis une quinzaine d'années et depuis 2020, j'exerce mes premiers mandats comme adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, de l'égalité des droits et également depuis 2021 en tant que conseillère départementale des Bouches-du-Rhône. Super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Lisa Lapp. Bonjour Lisa. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, nickel, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Lisa Lapp, je suis journaliste indépendante depuis 3 4 ans. En ce moment, je travaille beaucoup pour Le Média, qui est un média indépendant sur YouTube et sur Internet. Et je travaille pas mal sur les thématiques de ruralité, d'industrie et d'économie et d'agriculture. Je crois que j'ai fait le tour. Super, c'était très exhaustif et très rapide, bravo, merci. Merci. Enfin, notre troisième invité pour cet épisode, Agathe Hamel. Bonjour Agathe, Bonjour Léa, comment vas-tu? ça va? Trop contente d'être dans ce panel d'échange. Ouais, je pense que ça va être intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pourrais-tu nous parler de toi aussi, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis clermontoise, c'est important de le dire. Je suis travailleuse sociale et depuis un an, je suis conseillère au CESE, donc qui est la troisième assemblée de la République. Et je travaille pas mal sur la question de la représentation des jeunes par eux-mêmes. Je suis présidente de la délégation aux droits des femmes au sein de cette institution. Voilà. Super, merci beaucoup. Je me permets juste de préciser pour les personnes qui nous écoutent que le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et pour les intimes, CESE, effectivement. Merci beaucoup à toutes les trois d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons parler de 2 thèmes d'actualité aujourd'hui. Nous allons d'abord parler des midterms et de l'Ocean Viking. Commençons déjà par ce qui s'est passé aux États-Unis. Le 8 novembre dernier, les États-Uniennes et États-Uniens étaient appelés à voter pour renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. En plus de ces élections dites de mi-mandat, d'autres élections clés se sont également tenues dans 36 États afin de définir qui allait occuper le poste tant convoité de gouverneuse. Pour ces élections, la crainte qu'une vague rouge submerge le pays était réelle. En effet, de nombreux et nombreuses observatrices de la vie politique aux États-Unis pensaient que le parti de Donald Trump, les Républicains, allait obtenir de nombreux sièges. Enfin, Donald Trump a annoncé qu'il ferait une annonce importante le 15 novembre. Est-ce que ces résultats vous surprennent? Par ailleurs, même si la vague rouge n'a pas eu lieu, est-ce que l'on peut craindre un retour des Républicains à la tête du pays en 2024? Si oui, est-ce que Donald Trump serait toujours le leader du parti alors que l'on sait qu'il a perdu de nombreux soutiens et que Ron DeSantis pourrait chercher à s'imposer? Enfin, quel avenir pour les démocrates qui pourraient se présenter à la primaire en vue de porter les couleurs du parti lors de la prochaine présidentielle? Alors, je sais que ça fait beaucoup de questions un peu en vrac, mais je me disais que c'était important qu'on s'arrête un peu sur ces élections qui ont certes un impact sur le territoire états-unien, mais pas que, qui ont bien entendu un impact aussi sur l'ensemble de la géopolitique et sur l'ensemble des questions internationales. Lisa, comment tu as un peu analysé ces élections de mi-mandat? J'ai analysé, c'est un bien grand mot, mais en fait, le regard que j'ai sur ces élections, c'est que il y a
exactement comme tu viens de le dire, c'est que en effet, ça a une politique, enfin, ça a un impact premier sur les États-Unis et États-Uniennes, ça on est totalement d'accord, mais il y a aussi un impact mondial dans le sens où là, bon, clairement, Trump est en train de perdre les républicains. Après, les républicains demeurent à droite et demeurent avec des politiques qui peuvent être des fois meurtrières pour certaines populations aux États-Unis, hein, qu'on se le dise bien. Et justement, je parle là-dessus parce que je trouve que Trump a ouvert énormément une fenêtre d'Overton sur les États-Unis et sur le monde entier, qui est forcément inquiétante, hein, même si là, il perd. Donc, c'est plus ça, moi, que je vois comme conséquence première de tout ça, même si là, comme je le dis, il est plutôt en train de perdre. Mais il a tout de même des députés qui demeurent, enfin des députés, je parle en version française, mais on a des députés qui demeurent dans la Chambre de son parti à lui, quoi. Donc, c'est ça qui me fait peur. Et puis, ce qui me fait peur aussi, on va dire, les séquelles de l'ère Trump, dans le sens où par rapport au droit à l'avortement, enfin par rapport au Congrès, il me semble que c'est ça le... Attends, je cherche le mot exact. Le Congrès. La Cour suprême, voilà. Ouf. Donc, ce qui me fait peur aussi, c'est par rapport à la Cour suprême, où il y a des séquelles de Trump à la Cour suprême qui font qu'aujourd'hui, bah, le droit à l'avortement, par exemple, est extrêmement menacé et autres. Donc, c'est plus ça, moi, que je vois, c'est les conséquences et les séquelles de l'ère Trump, même si on le voit, elle commence à se terminer. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a eu une espèce d'implantation dans la durée. D'ailleurs, c'est pour ça que la Cour suprême a décidé de revenir sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement, malgré la présidence de Joe Biden, donc démocrate, parce qu'effectivement, lors de sa présidence, lors de son mandat, Donald Trump, qui donc avait le pouvoir de nommer des juges à la Cour suprême, a fait en sorte de nommer des juges, en l'occurrence très conservateurs et conservatrices. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement ce décalage, même s'il n'est plus président, les décisions qui sont prises au sein de la Cour suprême sont très en ligne avec sa ligne politique, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux revenir sur le concept de la fenêtre d'Overton pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je vais expliquer avec mes mots, mais la fenêtre d'Overton, c'est le débat qu'on mène, on va dire, dans le champ politique et dans le champ médiatique et même public. C'est-à-dire que des choses qui avant n'étaient pas politiquement correctes, qui étaient vues et ou jugées comme bah, on peut pas dire ça. Ça commence clairement à s'ouvrir et à s'ouvrir sur les idées d'extrême droite. C'est-à-dire qu'avant, on n'aurait pas pu entendre à la télé des dires racistes, des dires islamophobes, de pointer quelqu'un qui porte le voile et de lui dire de toute façon vous êtes une islamiste. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu entendre avant et tant mieux, hein, je préfère le dire. Aujourd'hui, la fenêtre d'Overton, elle s'ouvre dans le sens où, en tout cas en France, par exemple, on va envoyer sur CNews, etc., des éditorialistes qui ouvrent énormément la fenêtre du politiquement correct pour que quand le candidat d'extrême droite arrive, on dise oh ben en fait il n'est pas si extrême que ça. Donc c'est ça la fenêtre d'Overton, c'est d'ouvrir, si je ne me trompe pas, si tu peux me reprendre Léa si tu trouves une autre définition, mais c'est d'ouvrir le champ du politiquement correct, le champ du discours par rapport à énormément de sujets. Alors ils peuvent être sur le racisme, le droit des femmes, sur le droit des personnes transgenres, sur le droit des LGBT, bah, c'est souvent les minorités, hein, qui sont visées dans cette ouverture de la fenêtre d'Overton. Mais là, elle est très tirée à l'extrême droite en ce moment en France et dans le monde. Et je pense que l'ère Trump a aussi aidé à ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de militants de gauche qui tirent la fenêtre d'Overton à l'extrême gauche. Je peux penser par exemple, bon, qui est d'extrême gauche, Philippe Poutou. Mais pareil, Philippe Poutou, quand il disait la police tue, alors déjà, une phrase auquel il croit et auquel il y a des preuves, etc. Mais c'est aussi pour tirer la fenêtre d'Overton à gauche et en fait recentrer le débat entre guillemets au centre ou à gauche. Donc c'est vraiment la fenêtre d'Overton, c'est de toujours tirer les débats à droite, à l'extrême droite, et ce qui fait qu'aujourd'hui on débat plus d'un voile ou d'une kippa plutôt que de politique de fond économique, d'inflation, de pouvoir d'achat et des choses comme ça. Donc Ouais, tout à pour fait, moi ouais. c'est ça Mm. l'ouverture de Effectivement, la tu fenêtre fais d'Overton. bien de le citer dans le cas des États-Unis parce que c'est vraiment ce qui est en train de se jouer, effectivement. Merci Mm. beaucoup, Lisa. Audrey, toi, ton regard sur ces élections?
Bah écoute, c'est un regard qui est plutôt mitigé. Parce qu'évidemment, on ne peut que se satisfaire que la vague rouge n'ait pas eu lieu, hein. Je pense que personne autour de cette table aurait pu se satisfaire d'un raz-de-marée des Trumpistes ou des Républicains. Donc c'est voilà, de ce point de vue-là, on a plutôt des résultats qui sont pas trop négatifs, à défaut d'être positifs. On peut se satisfaire aussi de la mobilisation très forte des femmes et des jeunes dans ce scrutin, hein, qui ont été un électorat qui s'est mobilisé. Et je sais que dans certains États, il y a des chiffres qui sont sortis, je crois au Kansas notamment, où près de 70% des nouveaux inscrits étaient des femmes. Donc on sent bien que justement le fait que la Cour suprême ait cassé l'arrêt Roe versus Wade a mobilisé en fait, et a remobilisé une partie de l'électorat qui peut-être pensait qu'un certain nombre de combats n'avaient plus lieu d'être et que des droits étaient acquis. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Après, je rejoins un petit peu l'appréciation de Lisa aussi. On est quand même sur des campagnes de fake news, sur des campagnes extrêmement violentes. Euh, ce qu'évoquait Lisa est totalement vrai. Et quand on voit notamment des femmes, hein, parce que c'est des femmes aussi qui ont été mises en avant par les républicains. Je pense à Kerry Lake, qui est très proche de Donald Trump, hein, et qui concourait pour le poste de gouverneur du gouvernement de l'Arkansas, si ma mémoire est bonne, des propos extrêmement violents contre son adversaire, qui était une femme aussi, des propos extrêmement agressifs, complotistes. Je crois que c'est l'OSCE, hein, qui a sorti un communiqué il y a quelques heures ou quelques jours pour dénoncer une campagne extrêmement polarisante, des clichés racistes, des clichés sexistes, homophobes, transphobes. Et donc tout ça participe du débat public et participe d'une forme de recul des échanges, de recul de la pensée, et concourt à bah, voilà, soit des propos extrêmement graves qui sont aujourd'hui quasi normalisés alors qu'on les entendait pas forcément avant, ou voire à des actes de violence, hein. Je pense à l'attaque contre le mari de Nancy Pelosi, et on sait que c'était elle qui était visée. Enfin, voilà, tout ça concourt à une ambiance qui malgré tout, reste très anxiogène et qui peut très bien se déporter chez nous, où ces outrances, même si elles sont moindres, ont lieu aussi. Donc, mitigé, voilà. Ouais, C'est ouais, mon en sentiment effet. à l'issue de la séquence. Voilà. Ouais, je crois que c'est un peu le sentiment qu'on a, enfin que j'ai également Mm. d'ailleurs. Hein. Par ailleurs, quid de l'avenir des démocrates, c'est-à-dire 2024, ça risque d'être assez moche, quoi. C'est Ah, effectivement. oui, oui, pardon, est-ce que oui, tu as raison. Alors Biden, pour l'instant, dit qu'il se représentera, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. On ne voit pas de tête sortir. Kamala Harris a un peu disparu du jeu. Enfin, on- on- est-ce que la mobilisation qui a permis de limiter la casse là sera toujours valable en 2024? On peut en douter, ouais. On peut en douter. Rien n'est trop Ça, sûr, effectivement. voilà. Agathe, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces élections? Bah, un peu pareil que Audrey et Lisa, mais ce qui est assez particulier, je trouve, avec ces midterms, c'est que c'est quand même une défaite, hein, pour les démocrates, puisqu'ils ont a priori perdu la Chambre des représentants. C'est en balance pour le Sénat, mais en fait, c'est beaucoup moins pire que sur les autres présidents. Donc finalement, c'est une petite victoire, mais à travers quand même une défaite. Donc ça, c'est un peu, je trouve que c'est un peu compliqué quand on est sur le système électoral français de comprendre un peu les différents tenants et aboutissants de ces midterms. Et après, je pense quand même qu'il y a il y a des signaux qui sont assez positifs, mais Audrey l'a dit sur le fait qu'il y ait suite à la révocation notamment de l'arrêt Roe versus Wade, des jeunes et des femmes qui se sont remobilisés, enfin, inscrits sur liste électorale, le fait que ce vote-là devienne un vote en fait stratégique important, je trouve que c'est assez positif. Il y a aussi la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce que même si l'arrêt a été révoqué, dans ces mi-termes, vous savez, ils votent, enfin les électeurs américains votent pour plein de choses, et notamment dans différents États, il y a eu un référendum sur le fait de protéger le droit à l'avortement. Il est passé partout où ça a été demandé. Et dans les États où il y avait des tentatives de le rendre de plus en plus compliqué, ça a été refusé. Donc ça montre quand même que euh, quand on arrive au niveau du local, la frange conservatrice qui est menée par les évangélistes protestants blancs, elle n'est pas représentative de la vie des Américains sur les questions de droits humains, IVG, port d'armes, etc. Donc c'est quand même assez positif. Mais après, je partage effectivement hein, la question de la vigilance, le fait que
Euh, ils sont, enfin, les républicains sont quand même très bien organisés pour arriver au pouvoir, garder le pouvoir par les failles de l'outil démocratique, notamment avec ce qu'on appelle le gerrymandering. En fait, ils arrivent à découper des circos en leur faveur pour que les votes, pour avoir des postes clés. Ça, c'est assez terrifiant. Et je pense que le parallèle avec la France, il peut quand même être fait, même si on n'a pas le même système politique. L'utilisation de certains outils démocratiques pour arriver à mettre droite au pouvoir, il fonctionne quand même plutôt bien. Ouais, en effet, ça, c'est certain. Et puis en plus, le problème qu'on peut souligner, c'est que même si là, on a cette respiration démocrate pendant un certain temps, et tu fais bien aussi de souligner que finalement, effectivement, Joe Biden s'est pris, enfin, traditionnellement, les midterms amènent au Congrès le parti opposé, hein, ça c'est certain. Et c'est vrai que là, finalement, quand on prend les précédents présidents américains, il n'y a pas eu un vote sanction aussi important. Par exemple, Obama avait connu effectivement un vote sanction très fort, Trump aussi, on s'en souvient. Donc, mais effectivement, le risque, c'est de voir quand même s'inscrire de manière durable dans la société. En tout cas, une certaine forme d'institutionnalisation du Trumpisme, parce que il y a des proches de Trump qui sont quand même arrivés à des postes de politique, enfin, institutionnelle. Donc, c'est assez inquiétant. D'ailleurs, la décision Roe, de renverser Roe versus Wade, c'est précisément une conséquence de l'institutionnalisation du Trumpisme, en fait. Lisa, tu voulais réagir? Oui, c'était un petit peu lié, mais je voulais juste. Enfin, je pense qu'en France aussi, il faut qu'on fasse attention au parallèle avec les États-Unis, dans le sens où leur gauche, c'est pas du tout la gauche française. Et encore cette histoire de fenêtre et tout, mais faut bien voir que les démocrates aux États-Unis, ce ne serait pas la gauche en France. On reste, enfin, il y a une grosse frange des démocrates qui reste, enfin, c'est un pays qui est extrêmement libéral, qui est extrêmement dans cette pensée capitaliste. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est, en tout cas, c'est ça. Et qu'il faut faire attention aussi à la politique internationale qui est menée par les États-Unis. Je pense au Moyen-Orient, aux pays du continent africain, etc. De, de enfin, je veux dire, la gauche française et la gauche même mondiale, enfin, des pays occidentaux, a tellement peur de la vague républicaine et de la vague Trump qui a forcément bousculé beaucoup de choses et fait énormément peur et même des impacts à énormément de monde. Il faut faire attention aussi sur le fait que les démocrates, ce n'est pas la gauche française, on est sur une gauche américaine qui est plutôt sur notre bord droit en France. Et donc, voilà, je pense enfin, qu'il y a des choses à bien regarder et à faire attention à ce petit point-là parce que pour beaucoup de minorités et ou de pauvres, les démocrates, c'est le moins pire, mais ça reste des fois une politique qui, dans certains cas, peut être violente. Après, voilà, c'est juste ça que je préfère mettre en avant parce que c'est toujours ce truc de plus on décale le débat vers l'extrême droite, moins. Enfin, c'est cette politique du moins pire, en fait, que je vois aussi arriver en France depuis des années, je vois dans beaucoup de pays où des fois, cette politique du moins pire permet de décaler les débats. Et c'est ça que je voulais pointer, quoi. Tout à fait. Merci, Lisa. Audrey, toi, tu partages aussi cette analyse? Bah, bien sûr, on ne peut pas transposer le système américain la bipolarité de son système fait qu'on ne peut pas le transposer à la France. Je peux être que d'accord avec Lisa. Et pour autant, il y a des dynamiques qui sont communes, et notamment des dynamiques populistes, en fait, hein, qu'on retrouve aujourd'hui dans les grandes démocraties occidentales et dans les pays européens. C'est des points d'alerte. On peut pas, voilà, on peut pas transposer des résultats d'un pays à l'autre, et notamment du fait sont très complexes, les élections américaines, hein. Agathe l'a Oui, en évoqué, plus, hein. oui. Il y a évidemment le Sénat, la Chambre des représentants, des élections de gouverneurs, mais pas tous, des référendums locaux sur la question de l'avortement, notamment, qui ont eu lieu. C'est un système qui est assez abscon, hein, pour un Français lambda, pour un Français lambda, et dont il est dur de tirer une vraie substance. Moi, c'est vrai que ce que je retiens de ces élections, c'est que, et c'est plutôt positif, en tout cas de mon point de vue, c'est que les femmes ont été au centre.
voilà, elles ont été au centre des combats, puisque l'avortement en a fait partie, même dans les États où il n'y avait pas de référendum, les référendums qui évoquaient Agathe, qui ont été positifs, hein, qui ont été des référendums gagnants, hein. Ceux qui voulaient sanctuariser le droit et ceux qui voulaient l'affaiblir. Dans les deux cas, c'était plutôt gagnant, mais de façon générale, en fait, ça a remobilisé une partie de l'électorat féminin qui a compris, ou qui a en tout cas pris conscience que si, voilà, que le judiciaire pouvait mettre à mal leurs droits et que donc le politique et le législatif étaient à reconquérir. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut, y compris, et s'aimer à travers le monde, hein. C'est des combats qu'on doit porter ensemble parce que partout nos droits peuvent être attaqués et y compris par les deux grands enjeux qu'il y a eu, en tout cas ceux qui nous sont arrivés jusqu'à nous, la question de l'avortement, mais y compris la question du pouvoir d'achat, finalement parle à un électorat directement féminin, hein, un électorat qui gagne moins, un électorat qui assume des charges de famille monoparentale très souvent, un électorat qui subit du temps partiel imposé. Et donc, peut-être que des combats qui, pour nos générations, semblaient gagnés et n'étaient pas forcément des entrées prioritaires de mobilisation. Depuis quelques années, ça bouge et c'est des leçons qu'on a aussi à tirer. C'est des leçons qu'on a aussi à tirer en Europe et partout dans le monde. Donc, je garde cet aspect positif-là. Même si sur le reste, évidemment, je partage les réserves de Lisa, notamment en termes du système et de la gauche américaine, qui n'est évidemment pas la gauche française. Ouais, c'est clair, mais tu fais bien effectivement de rappeler que enfin, les femmes et puis les féministes, hein, en l'occurrence aussi, beaucoup, ont permis, ont joué un rôle clé dans cette élection et qu'effectivement le sursaut de devoir s'assurer que finalement leurs droits sont effectivement préservés au plan politique, que ce soit exécutif ou législatif, effectivement, c'est une grille d'analyse assez intéressante, en tout cas moi qui me plaît beaucoup. Merci. Agathe, voudrais-tu ajouter un petit mot et peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, pour conclure, oui, alors le balancier politique, bien entendu, qu'il est extrêmement différent, hein, ça je le nie pas du tout entre, on va dire, gauche, gauche française et gauche américaine. Mais c'est vrai que, notamment, on l'a vu là sur les questions d'IVG, en fait, à partir du moment où nous, en France, on veut travailler sur cette question, on nous répond que oui, mais il ne faut pas importer un débat qui n'appartient que à ce qui se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas chez nous. Et c'est ça aussi que moi j'essaie de déconstruire, c'est-à-dire qu'en fait, le Trumpisme ou ce qui est en train de enfin, ce qui s'est mis en place depuis des décennies sur l'accès au pouvoir d'une frange ultra-conservatrice et radicalisée, et qui cherche quand même progressivement à réduire les droits des femmes, mais pas que, parce qu'ensuite toutes les minorités de toute manière suivent, ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, alors qu'en France, on pourrait, parce qu'on est encore dans une répartition du pouvoir, on va dire plutôt progressiste, organiser une meilleure défense de ces droits-là, on ne le fait pas sous prétexte qu'on n'est pas aux États-Unis. Et ça, je trouve que c'est relativement dommage parce qu'on pourrait aussi apprendre de la manière dont ça se passe ailleurs et avoir une analyse politique un peu plus, faire un peu plus de réel politique sur ce qui se passe en France et en Europe, où il y a quand même une montée des conservatismes et qu'il faut regarder de très près et face à laquelle il faut, je pense, quand même agir assez rapidement. Voilà pour conclure. Ouais, bien sûr, il faut être vigilante et parfaitement intransigeante à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a la question de la constitutionnalisation du droit à l'IVG qui revient. Faudrait qu'on en fasse un épisode entier, je pense, de ce podcast pour en discuter. Je vous remercie beaucoup. On va passer au deuxième thème, si cela vous convient. Alors, Allons-y. allons-y, ouais, merci. Après 3 semaines d'errance en mer, l'Ocean Viking, navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, a finalement accosté à Toulon avec 230 personnes à son bord. 3 semaines de détresse pour les personnes rescapées par l'ONG qui ont fait l'objet d'une véritable instrumentalisation politique. Un soulagement amer, comme le décrit SOS Méditerranée dans son communiqué de presse publié le 10 novembre. En effet, le nouveau gouvernement italien d'extrême droite, dirigé par Giorgia Meloni, a refusé d'accueillir le navire. La France a décidé de l'accueillir et dans la foulée de l'annonce de cette décision, le ministre de l'Intérieur a indiqué au gouvernement italien que la France refusait d'accueillir les 3500 personnes qu'elle devait accueillir qui se trouvent actuellement sur le territoire italien. Par ailleurs, des contrôles renforcés ont été mis en place à la frontière entre l'Italie et la France. Depuis le début de l'année, près de 2000 personnes ont disparu en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe.
Les États européens préfèrent se renvoyer la responsabilité et conclure des accords avec des pays où les droits humains sont totalement bafoués au lieu de s'organiser afin de s'assurer que plus aucune vie ne soit perdue dans cette mer meurtrière. Les années passent et la situation ne s'améliore pas. La Méditerranée est un cimetière à ciel ouvert et nos responsables politiques sont plus occupés à malmener les migrants et migrantes qu'à trouver des solutions pour répondre à leurs obligations internationales. Quel est votre regard sur cette situation et que pensez-vous de la réaction de la France? Je me tourne vers toi, Audrey, parce que, étant à Marseille, je crois que tu as suivi de très très près cette question-là. Oui, 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 je l'ai suivi de très près et effectivement, on a fait le choix, nous, à la ville, de rattacher la question des migrants et de leur accueil à ma délégation. Donc, de fait, c'est des sujets que je suis au quotidien et que là, j'ai suivi de très près puisque le port de Marseille était aussi un port envisagé pour permettre l'accueil de l'Ocean Viking que nous connaissons très bien puisque SOS Méditerranée a son siège dans notre ville. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je pense que tu as bien résumé le débat, hein. Ça m'inspire beaucoup de colère, un peu de honte aussi, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ces débats ne traitent pas de la vraie question, hein, de la dignité des personnes et de la dignité de l'accueil et du respect des lois, accessoirement. Parce qu'il y a aussi des lois en fait qui existent et c'est pas juste des délires immigrationnistes de responsables de gauche, c'est aussi des lois qui encadrent, hein, qui vont pas assez loin et qui devraient être plus poussées, notamment du point de vue européen. Mais beaucoup de colère parce que moi j'ai visité l'Ocean Viking, je l'ai visité à quai, donc vide, et même en le visitant, j'étais très mal en sortant. J'étais très mal en sortant parce que tu imagines en fait des dizaines, centaines de personnes qui peuvent être sur ce bateau. Tu imagines les conditions et tu vois bien immédiatement que c'est pas possible en fait et qu'on peut pas laisser en mer 3 semaines des gens qui ont traversé l'Afrique, qui ont traversé les geôles libyennes, qui ont traversé la Méditerranée sur des canaux pneumatiques, qui arrivent dans des conditions terribles, des conditions physiques, des conditions psychologiques, et que se les renvoyer comme ça, comme un objet politicien, est juste abject en fait. Enfin, voilà, on peut pas dire autre chose. Ce qu'a fait le gouvernement italien est abject, mais la politique de l'Union européenne en la matière, elle permet ça en fait. Elle permet ça. Donc, une forme de soulagement amer, hein. Je reprends les mots de SOS Méditerranée. Bien sûr, il fallait que le bateau accoste. Et il aurait pu accoster à Marseille et on l'aurait évidemment accueilli. On aurait tout mis en place pour permettre l'accueil et l'accompagnement de ces personnes. Et en même temps, une vraie inquiétude pour l'avenir parce qu'on sait que ça va se reproduire et que s'il n'y a pas une politique plus ferme et en même temps plus humaniste d'accueil, tu parlais de cimetière, moi j'ai tendance à parler de charnier. C'est sous nos yeux, c'est tous les jours. C'est plus de 20 000 personnes qui sont mortes en mer, et encore pour celles qu'on a réussi à décompter Ouais, ces depuis dernières années. 2014, ouais. Voilà, ces dernières années, et c'est essentiellement du fait de la politique de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne qui préfèrent, tu l'as dit dans ton propos introductif, hein, contrôler les frontières, qui préfèrent remettre finalement la question des migrants et des migrations à des pays autres que ceux de l'Union européenne et donc vivre sous leurs contraintes, hein, comme on a vécu avec la Turquie, comme on a vécu avec le Maroc. Donc c'est des questions qui m'inquiètent beaucoup, évidemment, en tant que militante, mais aussi en tant que responsable, parce que je les vois empreintes de beaucoup de dogmatisme. Et pour autant, les migrants, ils arrivent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quel que soit notre positionnement. On ne peut pas empêcher les migrations, on ne peut pas empêcher de fuir des guerres, on ne peut pas empêcher de fuir des famines, et ils arrivent dans nos villes. Et il faut gérer. Et aujourd'hui, les conditions d'accueil, au-delà même des Mm. conditions de sauvetage en mer, hein, les conditions d'accueil, elles sont indignes et elles ne permettent pas, effectivement, d'accueillir dignement ces personnes qui fuient. Et donc ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'élu, hein, au-delà de la militante que je suis, qui en tant qu'élu impacte beaucoup mon quotidien et le quotidien des habitants de notre ville, et qui m'inquiète beaucoup parce que je sens pas d'inflexion, je sens au contraire des postures très politiciennes. On évoquait tout à l'heure Trump, le populisme. Et ben sur ces questions-là, en France, on est en plein dedans. Euh, des manifs là, Zemmour, Le Pen, qui se voilà, misère sur le monde, se précipitent à Toulon pour exprimer toute leur haine. Euh, on est dans une situation qui est inquiétante et qui pose les villes en première ligne, en fait. Et les villes sont prêtes, par contre. Voilà. Les grandes villes de France, on est toutes membres de l'Envita, on est toutes membres de la plateforme des collectivités qui soutiennent SOS Méditerranée. Nous, on est prêtes à accueillir et on est prêtes à y mettre les moyens. Encore faut-il qu'on soit un acteur considéré dans ce débat-là. Ouais, justement, je me demandais parce que tu dis les villes sont prêtes à accueillir et j'ai bien sûr, on a toutes et tous vu que Marseille avait été l'une des premières villes à dire que c'était nécessaire d'accueillir ce navire.
Comment ça se passe concrètement lorsque vous prenez la décision au sein du conseil municipal, typiquement, d'accueillir un navire de sauvetage comme celui-ci avec l'État, en fait? Vous devez négocier pour que l'État autorise le fait d'accoster dans la ville? Alors, on ne prend pas la décision, en fait, Léa, hein. C'est l'État qui prend la décision. Oui, Les bien villes sûr, n'ont mais... aucun pouvoir en la matière, hein. Non, Donc, non, mais nous, comme il y a on eu a quand été... même, par exemple, tu vois, Mm. genre un tweet du maire, etc., en disant qu'il fallait nécessaire, enfin, que la ville de Marseille était prête à accueillir le navire, c'est pour ça que je te posais la question. Ben, on se positionne, en fait, comme une ville accueillante. Après, on n'a pas de marge de manœuvre et ça ne s'est jamais fait, hein. C'est la première fois, hein, puisqu'en 2018, à l'époque de Salvini, quand il y avait eu des situations assez similaires, la France n'avait pas accueilli. La France avait refusé. Donc, je ne peux pas te dire comment ça se passe parce que ça ne s'est jamais passé. Par contre, je sais ce qu'on est capable de mettre en place et notamment de façon massive, hein, puisqu'on a vécu ces derniers mois l'accueil urgent des déplacés ukrainiens. Donc, je sais ce qu'on est capable de mettre en place et je sais le rôle que les villes peuvent jouer en la matière. Mais encore une fois, sans pouvoir décisionnel. Nous pouvons être accompagnantes et faire en sorte que les conditions d'accueil soient le plus dignes possible sur nos territoires. Mais tout ça se fait dans des discussions permanentes et des négociations évidemment permanentes avec les services de l'État. Ouais, On n'a pas la main. merci beaucoup Audrey. C'était intéressant aussi d'avoir effectivement ton regard plus local sur la situation. Agathe, j'imagine que comme nous, tu as suivi avec beaucoup d'attention cette détresse, en fait, ces semaines, ces journées qui passaient sans décision de la part de la France. Est-ce que tu penses que, parce que, bon, étant donné ensuite les décisions qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, est-ce que tu penses que c'était vraiment euh, une monnaie d'échange pour le gouvernement français, de sorte à refuser, typiquement, parce que ça a été annoncé, d'accueillir les 3500 personnes qui devaient être accueillies par la France et aussi de renforcer le contrôle aux frontières? Est-ce que le gouvernement français a finalement saisi cette opportunité en quelque sorte en disant, bon, ok, on accueille le navire, néanmoins, on va durcir nos frontières et nos échanges avec l'Italie? C'est une bonne question. Je ne suis pas dans la tête de notre cher ministre de l'Intérieur, fort heureusement. Mais en tout cas, que ça a été saisi comme une opportunité politique ou pas, c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui ils en fassent une. C'est-à-dire que, enfin, moi, très sincèrement, comme Audrey, hein, enfin, je suis hyper en colère et j'ai surtout honte, parce que là, on a vraiment les représentants du gouvernement qui font la queue leu pour se gargariser que la France ait rempli son devoir d'humanité et de solidarité, alors que, comme l'a très bien dit Audrey, c'est la première fois qu'on accueille un bateau comme ça sur notre territoire, qu'on est déjà en train de s'organiser pour renvoyer les 2 tiers des personnes qui sont arrivées, que le gouvernement, c'est pas le gouvernement français qui allait chercher en mer, hein, ces 250 personnes-là, et qu'on est, comme tu le disais Léa, en train de négocier, enfin en tout cas on a suspendu la relocalisation de 3500 migrants qui était prévue en lien avec le gouvernement italien euh, au prisme de ces 234-là. Mais enfin, c'est scandaleux, enfin, c'est honteux de fonctionner comme ça et de faire ce type de déclaration. Sachant qu'en plus, Laurence Beaune a parlé de rupture de confiance avec le gouvernement italien, alors même que nous, la France, ça fait quand même 8 ans depuis le début de la crise migratoire, entre guillemets, on ne prend pas du tout notre part au processus de relocalisation. Enfin, on est sur des écarts en termes d'accueil par rapport à l'Italie, la Grèce ou même l'Espagne, mais qui sont, enfin, qui n'ont même pu être prouvés, quoi. Donc oui, je pense que c'est clairement de l'opportunisme politique, que ça montre aussi comment est-ce que le gouvernement se positionne, mais je pense il nage un peu en eau trouble, hein, Emmanuel Macron, parce que là, il y a le projet de loi sur l'immigration qui va être discuté Ouais, dans les prochaines absolument, je voulais en semaines. parler justement. Ouais. Voilà, donc il est un peu entre devoir. De toute manière, il ne pouvait pas ne pas accueillir. Enfin, donc quelque part, il est un peu forcé à accueillir, mais en même temps, il décide avec Gérard Darmanin de suspendre l'accueil des autres personnes. Enfin, moi, je trouve que vraiment c'est honteux et je ne sais absolument pas comment cette histoire va se terminer, mais dans tous les cas. La solution, elle se trouvera aussi au niveau de l'Union européenne, hein. Enfin, je ne sais pas si Lisa a prévu d'en parler, mais il y a vraiment un rôle crucial de l'Union européenne à organiser un meilleur système de partage des demandeurs d'asile, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas du tout. Et comme le disait Audrey, il faut qu'on y arrive. De toute manière, ce n'est pas une question. Il y aura
de plus en plus de demandeurs d'asile. Donc il faut qu'on arrive à trouver un système équitable qui ne remet pas sur les pays du sud de l'Europe, on va dire, la responsabilité d'accueillir tout le monde. En effet. Eh ben, écoute, c'était une très belle transition. Lisa, est-ce que tu veux nous parler du rôle de l'Union européenne dans cette situation? Alors, oui, si je peux me permettre de revenir un tout petit peu sur les sujets Bien sûr. dont Audrey et Agathe ont parlé. En fait, déjà, j'ai plusieurs choses à dire, mais je vais essayer d'être concise et rapide, même si ça mériterait 4 heures de débat. Enfin, pas de débat, mais 4 heures d'explication. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il faut dire bravo tellement à SOS Méditerranée, hein, le rappeler que SOS Méditerranée, qui est une ONG comme tellement d'autres associations, joue le rôle de l'État. Je pense à plein d'associations féministes, etc. Mais c'est vraiment des gens, des civils qui endossent aujourd'hui le rôle fondamental de l'État et en sachant que SOS Méditerranée touche des subventions des collectivités locales, mais 0 centime de l'État, c'est la société civile qui paye ça et elle a raison, hein, mais voilà, je veux vraiment le marteler. Bravo à ces ONG qui endossent le rôle de l'État, surtout pour une puissance financière et mondiale comme on est. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, aujourd'hui, pour moi, le débat, c'est pas l'immigration en fait, c'est pas les enjeux migratoires, c'est pas les flux de migration, etc. Pour moi, la question, elle est fondamentalement raciste en fait, parce que on a accueilli des dizaines de milliers d'Ukrainiens et à raison. Et à raison, ces gens fuient la guerre, on est totalement d'accord. Euh, Aujourd'hui, les migrants dont la France ne veut pas et l'Union européenne ne veut pas, c'est les migrations maghrébines et africaines. Euh, et pour moi, la question, elle est fondamentalement raciste, vraiment. Et c'est pour ça que j'essaye tous les jours, en tant que journaliste, de recentrer le débat, parce que vraiment, pour moi, le débat aujourd'hui qui est en cours, il est raciste. Et de toute façon, vous l'avez très bien rappelé, Audrey, Agathe et Léa, il n'y a pas voilà, de soucis là-dessus. L'enjeu aujourd'hui pour l'immigration maghrébine et africaine, c'est que oui, l'Union européenne, évidemment, va avoir son rôle à jouer là-dessus parce que je pense que il n'y a plus rien à attendre de la France, malheureusement, parce que le prochain projet de loi immigration est d'une dureté rarement vue, surtout par. Enfin, c'est pas l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui, hein. On n'est pas sur on est sur normalement un gouvernement libéral, néolibéral, plutôt centre droit, normalement. Je dis bien dans les bases. Maintenant, on a des ministres qui viennent de la droite. Euh, donc, je trouve qu'il y a encore un décalage du débat et puis on essaye de faire croire aux gens que l'immigration, c'est leur problème alors que non. Moi, j'aime bien revenir au fondamental des choses et en fait, aujourd'hui, pourquoi on a de l'immigration en France? Alors déjà, il n'y a aucune explosion de l'immigration en termes de chiffres. On est un peu plus haut que dans les années 70. Après, bon, les années 70, c'était il y a 50 ans, mais il va falloir comprendre. Alors, je ne le dis pas à vous, c'est que je suis en colère, mais il va falloir comprendre pourquoi l'immigration augmente un tout petit peu, et je préfère le dire un tout petit peu, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous le savez bien, mais on est sur des guerres qui s'amplifient, on est sur le réchauffement climatique qui s'amplifie, on est sur des exploitations, on est sur l'exploitation des peuples et pays pauvres par les pays riches. Aujourd'hui, si nous, on vit dans un pays riche, c'est parce que ces pays sont pauvres, et ça, je veux vraiment le rappeler. Donc, l'immigration, elle vient pas de nulle part. Et il y a aussi cette idée que oui, les migrants, ils arrivent pour se faire plaisir, etc. Non, l'immigration, elle se fait dans la douleur. Quand on est capable de plonger dans une mer qui fait des milliers de kilomètres, c'est qu'à un moment donné, l'immigration, elle se fait toujours dans la douleur. Il n'y a personne qui quitte son pays avec un grand sourire, en fait. Et j'ai l'impression que les débats se déplacent pour oublier tout ça. Ils viennent pour la richesse, etc. Non, non, en fait, c'est dans la douleur. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Si leur pays n'avait pas été exploité, ils seraient encore et voilà. Donc ça, c'est vraiment des recentrages de débats, même si ce mot n'existe pas, que j'essaye de faire tous les jours dans mon métier. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a tellement d'idées reçues. Donc pour revenir au projet de loi immigration, on va accepter les migrants que s'ils endossent et si ils réalisent un travail, un métier dont il y a besoin de main-d'œuvre. Donc on voit à quel point les migrants, les réfugiés, les immigrés deviennent un objet marchand. En fait, si on a besoin d'eux dans les métiers que les gentils Français ne veulent pas, bah, allez-y. Par contre, si vous ne servez plus à rien, bah, vous n'aurez pas de titre de séjour, puis vous rentrerez chez vous où il y a la guerre, où il y a, etc., sachant que la France est aussi chez elle. Moi, je suis journaliste, mais j'ai quand même des engagements et des convictions, et je suis profondément internationaliste, clairement.
Donc sur l'Union européenne, il va y avoir un rôle à jouer parce que j'ai l'impression que la France, c'est complètement bloqué. Mais sur l'Union européenne, malheureusement, j'ai peu d'espoir aussi, en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de pays qui ont une politique dure, qui ont une politique très sévère par rapport à l'immigration et une politique même raciste. Donc, par rapport à l'Union européenne, il y a un gros rôle à jouer pour mettre en place des directives, des règlements sur une politique globale, parce que, mais c'est pareil dans plein d'autres domaines, mais en fait, on est dans une Union européenne où, enfin, on est sur un système où les pays peuvent être contraints par l'Union européenne et des fois c'est dans des, dans des bonnes choses. Et donc sur l'immigration, en effet, pour moi, l'enjeu, il est au niveau européen de faire passer des choses en force, sachant que le Parlement européen n'est pas le même que le Parlement français en termes de politique, de couleur politique. Donc il y a des choses qui pourraient passer au niveau de l'Union européenne, ça on est totalement d'accord. Et c'est vrai que s'il y avait une politique globale sur l'immigration en l'Union européenne, ça pourrait ouvrir tous les pays et au lieu de se disputer entre pays de l'Union européenne, bah, là tous les pays seraient obligés de faire accueil ensemble. Et puis là, les conditions dans lesquelles sont arrivés, enfin là, on est sur un énorme débat pour 230 personnes. Et c'est ça qui me choque en fait. 230 personnes qui ont juste besoin d'humanité, qui partent dans la douleur. Et on est sur un sujet d'actualité qui fait tous les bandeaux de BFM pour 230 personnes qui aujourd'hui sont parquées dans un centre fermé comme s'ils avaient fait un délit ou un meurtre quoi, ou un Qui crime. n'ont par ailleurs absolument rien demandé. Voilà. Ouais, c'est clair. Effectivement. Je ne sais pas si tu avais terminé, excuse-moi Lisa. Oui, si. Enfin, je veux dire, j'ai essayé d'être concise, même si c'était long, mais voilà. Non, non, mais tu fais très bien. Je pense qu'il est important de prendre le temps aussi de rappeler les choses. Surtout tout ce que tu disais, notamment sur le fait que on part rarement de gaieté de cœur, en fait. Hein. On ne quitte pas ses proches, sa vie, ses parents, ses enfants, sa famille, par plaisir. Hein. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est important de le rappeler. J'ai même du mal à comprendre comment les gens ne sont pas en capacité de l'entendre ici. Ça me dépasse, hein, vraiment, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une véritable question, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on peut être autant, enfin, je veux dire, autant dénué d'empathie, quoi. C'est ahurissant, ahurissant. Agathe, tu voulais réagir? Ouais, je partage totalement ce deux poids deux mesures et le fait qu'il soit raciste en fait. Enfin, aujourd'hui, on accueille des personnes qui sont identifiées comme faisant partie de notre ère culturelle ou civilisationnelle. Donc, on est en capacité de mettre en place un système d'accueil pour des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens et ukrainiennes et fort heureusement. Mais en effet, dès que ça s'adresse à des pays plutôt du Sud, là, on n'a pas d'examen sérieux de leur demande, donc alors même que c'est un droit. Donc ça, effectivement, je partage tout à fait l'indignation de Lisa. Et je voulais juste réagir sur la question de l'Union européenne. En fait, bien sûr qu'il faut que l'Union européenne, on va dire, trouve un nouveau système de réforme du droit d'asile qui permette de mieux répartir. Et c'est surtout que cette mauvaise gestion de la part de l'Union européenne, elle isole des pays comme l'Italie, la Grèce, etc. Et elle contribue à faire monter l'électorat d'extrême droite. Enfin, clairement, aujourd'hui, la victoire de Mélanie, elle est aussi due à cette gestion totalement catastrophique où on a laissé l'Italie toute seule gérer cette situation. Enfin, je pense que ça participe aussi à nourrir des sentiments ultranationalistes contre le fonctionnement, enfin, contre l'Union européenne aussi, parce qu'on voit bien que par rapport à ça, bah, ils sont complètement laissés tout seuls, quoi. Donc ça amène aussi, ça nourrit, on va dire, un peu aussi la posture idéologique de l'extrême droite, quoi. Absolument, c'est bien vrai ça. Audrey, veux-tu peut-être conclure sur ce thème? Oui, non, mais je partage totalement ce qui vient d'être dit en fait par Agathe. Évidemment que la question, elle doit se résoudre au niveau européen. Elle doit se résoudre dans la question de la solidarité et dans l'accueil des différents demandeurs d'asile dans l'ensemble des pays de l'Union, mais elle doit aussi se résoudre dans l'harmonisation du traitement des demandes d'asile, qui aujourd'hui reste un principe souverain national, et donc il y a des différences de traitement très nettes. Je suis pas très optimiste pour être franche. Et je partage totalement ce que vient de dire Agathe.
euh, la faillite de l'Europe et la faillite des États européens à mettre en œuvre une politique qui soit adéquate, elle engendre ça. Elle engendre la victoire des populistes, la victoire de l'extrême droite et l'augmentation de ces débats assez abjects. Et honnêtement, je suis hyper content d'avoir ce débat avec vous aujourd'hui parce qu'en général, moi, ces débats, je les ai au conseil municipal et c'est pas aussi facile. Hein. C'est plutôt très violent et très manichéen. Et donc, on a besoin de déconstruire. Voilà. On a besoin de déconstruire un certain nombre de choses. On a besoin de déconstruire que quitter son pays, c'est une violence, que traverser la Méditerranée dans ces conditions, c'est une violence, et que donc, effectivement, on a besoin de mettre en place des cadres qui permettent d'accueillir dignement. Et je crois que c'est Lisa qui l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'augmentation des flux migratoires, ou alors de façon extrêmement marginale. Il n'y a pas de crise migratoire en France ou en Europe. Il y a une crise de l'accueil. Et ça, c'est très différent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se polarise sur 230 personnes et les débats que ça peut engendrer en termes de sauvetage et de ports sûrs. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on accueille sur nos territoires? Avec quels moyens? Dans une ville comme la mienne, on a à peu près 5 000, 6 000 demandeurs d'asile et seulement 3 000 places de mise à l'abri. Donc, on voit immédiatement le gap. On voit immédiatement que les personnes qui arrivent, elles vont soit finir à la rue, soit finir dans des squats, soit tomber entre les mains de mafias, et que tout l'enjeu, au contraire, c'est de donner un cadre pour permettre de les accueillir dignement. Et je dirais juste un dernier mot sur SOS Méditerranée, euh, que je connais bien, qui fait un travail extraordinaire, et je ne sais plus si c'est Lisa ou si c'est Agathe qui l'a pointé, qui ne reçoit que quasiment, je crois que c'est 10 ou 15% de son budget qui est du fait de subventions des collectivités locales et notamment de la ville de Marseille. Tout le reste, c'est la société civile. Et ils ont besoin d'aide. Et ils ont besoin d'aide pour finir, pour continuer leur mission. Parce que, évidemment, que les débats qu'on évoque, ils sont importants, mais ils ne vont pas se régler demain. Et ils vont encore moins se régler dans le cadre de la loi Asile-Immigration qui est en préparation. Par contre, leur travail à eux, il est indispensable et il doit continuer. Et donc, effectivement, si, voilà, j'appelle toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à participer à cet effort et à soutenir SOS parce qu'on en a besoin, vraiment. Absolument, c'était un très beau mot de conclusion et un mot essentiel. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'avoir pris le temps, effectivement, de déconstruire ce sujet ô combien important avec nous aujourd'hui. Je vais vous proposer de passer aux petites actualités que vous souhaitiez partager. Lisa, de quoi voulais-tu nous parler, toi, aujourd'hui, s'il te plaît? Alors moi, je voulais vous parler de quelque chose pour lequel je suis allée sur le terrain et qui est dans ma spécialité, c'est la question des méga-bassines. Alors pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, en fait, en France, il y a un projet pour les agriculteurs qui souffrent de la sécheresse et du manque d'eau pour leur culture. Et il y a un projet qui est mis en place notamment par le ministère de l'Agriculture et la COP de l'eau dans la question du Poitou-Charentes et du Marais Poitevin, de créer des bassines plastifiées où on prend l'eau des nappes phréatiques l'hiver, normalement qui sont remplies l'hiver, pour que les agriculteurs puissent utiliser cette eau qui a été stockée pendant l'été. Il y a eu une manifestation contre ces bassines dans le Poitou-Charentes, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, il y a maintenant 1 ou 2 semaines, il me semble que c'était il y a 2 semaines, qui a été fortement réprimée avec des blessés, etc. Il y avait 7 000 manifestants. Il y a eu plus d'une soixantaine de manifestants blessés, des hospitalisations, 5 hospitalisations, il me semble. Voilà. Je suis allée sur le terrain parce que pourquoi ce projet est contré, hein, on pourrait croire, ah oui, c'est bien d'aider les agriculteurs. En fait, il y a énormément d'agriculteurs et de paysans qui sont contre ces bassines puisqu'elles font entre 8 et 16 hectares. C'est des centaines de terrains de foot qui sont plastifiés pour y mettre l'eau qui est déjà dans les nappes phréatiques. Et puis, ces bassines, elles permettent à 5 à max 10% des agriculteurs d'utiliser cette eau. Agriculteurs qui sont dans un schéma d'agro-industrie pour ensuite exporter, par exemple, le maïs, qui permet, donc le maïs qui a énormément besoin d'eau, qui permet d'exporter ce maïs à l'international, donc voilà, dans une thématique d'agro-industrie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paysans qui sont contre ces bassines parce qu'on assiste à un accaparement de l'eau et à l'aggravation de sécheresse. Pourquoi je veux parler de cette actualité? Parce que on oppose très souvent écologistes et agriculteurs, et c'est déjà arrivé que des écologistes soient complètement à côté de la plaque sur la question agricole. Là, on parle de paysans qui sont contre ces bassines, et on parle de la question de l'eau qui va être fondamentale, qui est déjà fondamentale. Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler, puisque
Voilà, on assiste vraiment à un accaparement de l'eau. Alors, la question des bassines et de l'irrigation des champs est très importante, hein. Les petites bassines sont déjà utilisées et ça, il n'y a pas de souci. Là, on parle vraiment de projets méga industriels. Et pour terminer sur cette actualité-là, je voulais en parler parce que j'ai l'impression que c'est à la mode en ce moment d'utiliser une solution unique pour pallier des problèmes environnementaux. Donc, ça me fait penser aux voitures électriques, ça me fait penser à encore plein d'autres choses. Et c'est pas par une solution unique que on arrivera à pallier des problèmes environnementaux. C'est sur un mix et surtout écouter les gens concernés, écouter les paysans qui parlent de comment contrer les sécheresses. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de cette petite actualité. Enfin, grosse actualité même. En effet, on en a pas mal parlé ces derniers temps, mais plus sous l'aspect sécuritaire, hein, encore une fois, Mhm. comme malheureusement un certain nombre de médias ont l'habitude de le faire. Mais effectivement, c'était un sujet assez important et intéressant au demeurant, parce que pareil, moi j'ai découvert l'existence de ces bassines et j'ai dû me plonger un peu dedans, enfin pas dans les bassines directement évidemment, mais dans quelques écrits pour comprendre les enjeux. Et je pense que tu les as très bien résumés, donc merci beaucoup Lisa. Audrey, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît? Alors moi, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est pas forcément, enfin, qui est même pas du tout un sujet d'actu, qui est un sujet assez oublié. C'est la question du Sahara occidental. Ça peut paraître un peu décalé comme ça, mais en fait, il y a quand même des liens avec les débats qu'on a eus aujourd'hui. Le Sahara occidental, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion de visiter les camps de réfugiés il y a 4 ans maintenant. Les camps de réfugiés qui sont au milieu du désert depuis près de 40 ans, avec près de 200 000 personnes qui vivent dans ces camps. Le Sahara occidental, c'est un sujet qu'on connaît peu en France. C'est une ancienne colonie espagnole qui, lors du départ de l'Espagne, dans les années 70, a fait l'objet d'une occupation du territoire par le Maroc. Et en face, il y a peut-être quelque chose qui va vous évoquer, qui va en tout cas faire ressurgir des souvenirs, le Front Polisario, qui a déclaré l'indépendance de ce territoire et qui mène depuis 40 ans maintenant une bataille pour récupérer ce territoire. Je voulais en parler parce que c'est le dernier territoire colonisé de l'Afrique. C'est un territoire non autonome, hein, comme le dit l'ONU, dans lequel la décolonisation n'est pas terminée. C'est un territoire particulier, une bande au milieu du désert. 80% du territoire est occupé par le royaume marocain. Il y a un mur qui partage ce territoire en deux, un mur gardé militairement, très lourdement. Il y a une mission de l'ONU aussi qui est sur place depuis 31 ans maintenant, la MINURSO, avec comme objectif initialement partagé la possibilité d'organiser un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais ça fait 40 ans que ça bouge pas. Ça fait 40 ans qu'on n'en parle pas. Ça fait 40 ans qu'il y a une occupation, des réfugiés au milieu du désert, encore une fois, sans eau, sans possibilité de produire quoi que ce soit. Qu'il y a des prisonniers politiques, et je pense notamment aux 19 prisonniers dits Yemezik, qui ont été emprisonnés au terme de procès qui ont été condamnés internationalement, avec des aveux arrachés sous la torture, avec des privations des droits fondamentaux régulièrement dénoncées, notamment par Human Rights Watch. Euh, et c'est un combat qui, quelque part, n'avance pas aussi parce qu'il est oublié. Et donc, c'est pas souvent que j'ai une carte blanche. Donc, aujourd'hui, je voulais m'en servir voilà, pour rappeler aux Français que ce combat, il existe, qu'il n'est pas très loin, qu'il y a des femmes, des enfants, des hommes qui vivent dans des conditions qu'on n'imagine pas et qui, en même temps, ont une gentillesse, une bienveillance. Moi, j'ai passé 2 semaines dans ces camps qu'on n'imagine pas aussi, ou alors qu'on imagine quand on connaît bien ces sujets, accueille royalement, j'ai envie de dire, avec une place, notamment des femmes, assez incroyable dans un pays où la religion a une place aussi importante. Les femmes sont ministres, les femmes sont maires, les femmes gèrent les territoires, notamment dans les camps de réfugiés qui se trouvent autour de Tindouf en Algérie, hein, puisque l'Algérie est le premier pays qui soutient la cause sahraoui. Et donc voilà, c'est rare et je pense qu'en partie, ce combat n'avance pas parce qu'il est méconnu, parce qu'il est dessus. Et pourtant, la France a un rôle indispensable, puisque la France a une place au Conseil de sécurité de l'ONU et a la possibilité de faire respecter le droit international, et notamment le droit à l'autodétermination des peuples. Donc voilà, je voulais me servir de cette petite carte blanche euh, pour, pour, pour mettre un peu la lumière sur les conditions de vie des Sahraouis et sur l'oubli des pays européens de leur combat. Absolument, merci beaucoup Audrey. Encore des personnes qui sont les objets, objets d'une instrumentalisation politique, notamment de la crise diplomatique entre le Maroc, en l'occurrence, et l'Algérie sur ce territoire.
Et de Et la crise, Léa, si tu peux me permettre, on Mhm. parlait de flux migratoires tout à l'heure, c'est aussi un objet de la crise des flux migratoires. Parce qu'on se rappelle qu'en 2001, il y a eu une grosse crise à Ceuta et à Melilla, et cette crise, elle était liée au fait que l'Espagne avait accueilli le président sahraoui à l'hôpital pour le soigner. Et donc on voit aussi tout le lien avec le débat qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, absolument, Que quand on absolument. laisse les politiques migratoires aux mains de pays hors Union européenne, ils s'en servent aussi d'éléments de rapport de force sur d'autres sujets. Bien sûr. Merci beaucoup, Audrey. C'était très intéressant et très important, effectivement, de revenir sur cette question. Enfin, Agathe, de quoi souhaitais-tu nous parler, toi, s'il te plaît? Je tiens à dire d'abord que c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir continuer ces discussions sans des points soulevés par Lisa et Audrey, parce que vraiment, c'est des sujets qui sont quand même hyper en lien avec ce dont on vient de parler. Euh, Moi, je voulais vous parler de culture, mais pas la même que Lisa. Je voulais vous parler d'un spectacle que j'ai vu il y a quelques semaines au théâtre Le Champ de Foire qui est à Saint-André-de-Cubzac à côté de Bordeaux. C'est un spectacle qui s'appelle Vierge maudite. C'est un spectacle politique, féministe, qui est vraiment incroyable, qui a été mis en scène par une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Inès Cassignol. Et c'est une pièce en fait qui part un peu des légendes du roi Arthur et qui a comme personnage central une femme qui s'appelle Hélène d'Astelin. Ça parle un peu de sa quête amoureuse émancipatrice. Et on a tout au long de la pièce une multiplicité de voix d'autrices imaginaires qui ont déjà écrit cette histoire d'émancipation et qui viennent un peu questionner l'héritage féminin autour de ça. Et ce qui est assez singulier, c'est qu'il y a également sur scène 5 brodeuses amatrices qui, en fait, au fur et à mesure du spectacle, tissent, en fait, font de la broderie un peu en élément du décor et tissent la trame de l'histoire. Donc, on est vraiment sur une pièce qui travaille la question que moi, je travaille aussi un peu au CESE, du matrimoine immatériel, que ce soit en termes de récit ou de savoir-faire. Voilà, j'avais un peu envie de vous en parler parce que je trouve que c'est un spectacle vraiment chouette et j'espère qu'il va continuer de pouvoir aller dans différents endroits. Voilà, avec plein de femmes au plateau. Génial, merci beaucoup Agathe. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir parler avec nous de ces deux sujets très importants et aussi de vos petites actus, grosses actus même, disons, et ou coup de cœur. Je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que ben, là, on débute la 3e saison donc, de Popol. Je vous rappelle aussi que depuis le mois de juin, Popol se décline en newsletter. Je vous invite à vous inscrire sur Popol Post et à nous aussi nous envoyer vos petits commentaires à travers l'adresse mail que vous retrouverez sur la newsletter. N'hésitez pas aussi à recommander ce podcast autour de vous, à mettre des étoiles. Tout ça, tout ça. À très bientôt et merci encore de votre fidélité.